Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est là aujourd'hui, bien sûr, pour analyser la suite du chapitre 6 du roman à thèse, le dernier jour d'un condamné. Très bien. Alors, la vidéo précédente, elle était un peu longue, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, concentrez-vous. J'essayerai d'analyser cette partie du chapitre. Mais bien sûr, je vais pas donc m'attarder sur un certain nombre d'éléments comme j'ai déjà fait pour donc la première partie. C'est bon, je vais donc m'intéresser seulement à l'essentiel. Très bien. Alors, dans la première partie de ce chapitre, bien sûr, donc on a parlé bien sûr du thème de l'écriture. On a dit bien sûr que le condamné se pose des questions puisqu'il a les moyens d'écrire. Alors là, il se pose des questions pourquoi ne pas écrire et comment écrire et quoi exactement écrire. Bon, donc on a répondu bien sûr à toutes ces questions. Puis on a dit que le condamné va écrire un journal intime quoi. C'est bon, il va écrire un journal intime, il va écrire ses souffrances, ses angoisses. Comme ça, bien sûr, il aura l'occasion de moins souffrir donc de cette idée de la mort qui le torture bien sûr à chaque instant. Très bien. Et puis bien sûr il se pose encore beaucoup de questions. Donc qu'est-ce qu'il va écrire puisque c'est aider le torture et puisqu'il a une seule idée, puisqu'il est captif. Et bien sûr il a répondu, bien sûr il a trouvé donc une matière riche. C'est donc essentiellement donc ses souffrances et ses angoisses qui seront bien sûr l'objet de cette écriture. Très bien. Donc on a dit bien sûr le premier axe c'est donc la fonction libératrice de l'écriture. Donc il va écrire pour se libérer du poids lourd de cette idée de la mort. Très bien. Alors dans cette deuxième partie, bien sûr, on va découvrir une autre fonction de l'écriture. On va répondre aux questions suivantes. Pourquoi le condamné va-t-il écrire? Pour qui? C'est bon. Pourquoi il va écrire? Donc une double question puisqu'on l'a déjà posée dans la première partie. Pour qui? C'est bon, et qui va bien sûr donc bénéficier de cette écriture. Très bien. Alors, je vais lire et je vais donc expliquer en même temps. Bon, suis avec moi. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. C'est bon, regardez ce qu'il a dit. Toujours dans un monologue intérieur, il a dit, et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas, ou ne sera peut-être pas, oui, inutile. C'est-à-dire, il sera utile. C'est bon, il aura une fonction. Il aura joué un rôle très important. Donc il va pas écrire inutilement, mais c'est utile. Ce texte va servir à quelque chose. Point. Ce journal de mes souffrances. C'est bon, alors qu'est-ce qu'il va écrire? Donc il va écrire le journal de ses souffrances. C'est bon, le journal de ses souffrances. Ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice. C'est bon, très bien. Donc c'est un journal intime. Donc il va écrire un journal intime où il inscrira ses souffrances heure par heure, minute par minute, supplice par supplice. Alors là, donc bien sûr, ici on peut parler d'une gradation décroissante. Et puis, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer, bien sûr quand il sera exécuté, quand il sera mort, cette histoire, désolé, cette histoire nécessairement inachevée, c'est bon, incomplète, mais aussi complète que possible. C'est bon, c'est-à-dire il est incomplète puisqu'il sera mort, il n'aura pas bien sûr l'occasion de terminer cette histoire, et puis il est aussi complète puisqu'il est plein de quoi? Il est plein de sensations. C'est bon, il est plein de sensations. Très bien. Mais aussi complet que possible. De mes sensations ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? Regardez, c'est une autre question. Comme on a déjà dit, ce sont des questions rhétoriques. C'est-à-dire, il n'attend pas de réponse et parfois on trouve même la réponse dans la question. C'est pour bien sûr influencer le lecteur. Regardez la question, je répète.
Cette histoire est nécessairement inachevée, mais aussi complète qu'au possible de mes sensations. Ne portera-t-elle point avec elle un grand et un profond enseignement? Regardez. C'est-à-dire que ce que le condamné va écrire, il va porter en lui-même ses souffrances, ses angoisses, donc ses écrits, ce journal intime dont on parle maintenant, il va porter un grand et un profond enseignement. C'est-à-dire alors là, dans ses écrits, dans cette histoire que le condamné va écrire, sur ces feuilles où il va transcrire ses angoisses et ses souffrances, on trouvera bien sûr un grand et un profond enseignement. Il va donc nous enseigner, il va nous donner quelques idées pour nous éduquer, il va nous enseigner quelque chose. Par exemple, moi j'enseigne le français, alors lui à travers ses feuilles, il va nous enseigner quelque chose, mais quelque chose de grand et de profond, c'est-à-dire quelque chose de très 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 important qui concerne toute la société. La question suivante, regardez. N'y aura-t-il, je vais choisir donc une autre couleur grise, n'y aura-t-il dans ce procès verbal de la pensée agonisante, c'est-à-dire qui marche droit vers la mort, c'est-à-dire qui est en train de mourir quoi. N'y aura-t-il pas dans ce procès verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur? Regardez. C'est-à-dire sur ces feuilles, il va transcrire la progression toujours croissante de douleur. C'est bon, c'est une progression croissante, c'est-à-dire jour après jour, minute après minute, heure après heure, la douleur augmente, la souffrance augmente, elle devient plus grave. C'est bon, elle l'écrase du plus, elle le torture du plus de douleur. Dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, c'est-à-dire de cette analyse intellectuelle de la pensée d'un condamné, de ses réflexions. Alors, la question, c'est-à-dire, n'y aura-t-il pas dans ce procès verbal, dans la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent? C'est-à-dire que tout ce que le condamné va écrire, il sera une leçon pour ceux qui condamnent, c'est-à-dire donc les responsables, les juges, donc les tribunaux, quoi. C'est bon. Compte donc bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils vont lire ça et puis peut-être ces écrits vont l'influencer et vont bien sûr donc arrêter d'appliquer la peine capitale. Donc plus d'une leçon pour ceux qui condamnent. Donc c'est une autre question. Et regardez la réponse. Peut-être. Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère. C'est bon. C'est-à-dire peut-être quand ils auront lu donc ces feuilles, ces souffrances, ces angoisses, cette grande douleur qui torture le condamné, peut-être après la lecture de ces feuilles, ils seront, donc la main sera moins légère. C'est-à-dire, peut-être ils vont renonceront à l'application de la peine de mort. Ils vont trop penser avant de condamner une personne à mort. Quand il s'agira, je continue ici, avec la couleur grise, quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense, c'est-à-dire à chaque fois qu'il s'agira d'une autre fois, d'une autre tête, de jeter une tête qui pense, alors là, il faudrait bien sûr bien penser avant d'agir et avant de juger. Quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme, dans ce qu'elles appellent la balance de la justice. Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. Alors là, comme vous remarquez, donc, j'ai souligné par la couleur jaune, c'est bon, j'ai souligné bien sûr donc la fonction ou les fonctions de l'écriture, l'autre fonction, parce que dans la première partie on a vu la fonction libératrice, mais maintenant je peux vous dire, le deuxième axe, ça sera la fonction dénonciatrice. C'est bon. Ce sont des écrits où le condamné va dénoncer la peine capitale. C'est bon. Donc la fonction dénonciatrice. Il va dénoncer la peine capitale et il va nous donner donc des arguments qui sont contre la peine de mort. C'est clair? Regardez maintenant donc la couleur avec la couleur donc bleue. Alors là, j'ai souligné bien sûr les arguments cités dans ce paragraphe et qui sont contre la peine capitale. Quand il s'agira
quand il s'agira autre fois de jeter une tête qui pense. Alors là, donc le premier argument contre la peine capitale, c'est que condamner quelqu'un à mort, c'est jeter une tête qui pense. C'est-à-dire, on ne va pas profiter de cette tête. C'est une tête qui pense. C'est un homme. C'est bon, il faut déjà penser à ça avant de condamner quelqu'un à mort. Une tête d'homme dans ce qu'elle appelle la balance de la justice. Peut-être, donc je continue ici, peut-être n'ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. Alors là, bien sûr, donc le deuxième argument, c'est que condamner quelqu'un à mort et dans l'attente de l'exécution, c'est une lente. C'est pas une rapide, ça passe pas vite, mais ça passe lentement. C'est une lente succession de tortures qu'on renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort. C'est à chaque fois qu'on condamne une personne à mort, un condamné à mort, alors là, elle entre dans une lente succession de tortures. Ensemble. C'est bon. Une torture après une autre, une douleur après une autre, une angoisse après une autre, qui sont trop lentes et qui torturent le condamné. C'est bon. Mais ce sont toujours des questions rhétoriques. Regardez, toujours à la fin, vous trouverez bien sûr donc le point d'interrogation. Regardez. Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'ils retranchent, c'est-à-dire que dans l'homme qu'ils exécutent, qu'ils condamnent à mort, il y a une intelligence. C'est bon. C'est-à-dire avant de condamner quelqu'un à mort, il faut d'abord se dire que dans cette tête, il y a une intelligence qu'on va perdre. Une intelligence qui avait compté sur la vie. C'est-à-dire une intelligence qui a besoin de la vie pour s'épanouir. Une âme qui ne s'est point disposée pour la mort. C'est-à-dire une âme qui aspire toujours à la vie. Il n'aspire jamais à la mort. Il est là pour vivre, pour profiter pleinement de la vie. Il n'est pas créé pour donc mourir. Point d'interrogation à la fin aussi. Regardez, non. Le condamné, donc maintenant, il a donné la réponse. Non. C'est-à-dire, les juges, ils n'ont jamais pensé à ça. Ils ne voient donc tout cela que la chute verticale d'un coteau triangulaire et pensent sans doute que pour le condamné, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles les détromperont, pardon. Très bien. C'est-à-dire, ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un coteau triangulaire. C'est-à-dire, pour les juges, ils ne voient dans la peine capitale que la chute verticale d'un coteau triangulaire. Donc, l'objet qui coupe la tête. Ça fait la peine capitale. Ils pensent sans doute que pour le condamné, il n'y a rien avant, rien après. C'est-à-dire, pour eux, pour le condamné, c'est une personne sans valeur dans cette vie. Donc, il n'y a rien après, il n'y a pas de passé, il n'y a rien. Et il n'y aura rien même après. C'est bon, c'est ce qu'il pense. Mais regardez ce qu'il a dit le condamné. Ces feuilles les détromperont. C'est-à-dire dans ces feuilles, ils vont découvrir qu'ils n'ont pas raison. Que le condamné c'est une tête, c'est une âme, c'est une personne qui aspire à la vie. Il a un passé comme toutes les autres personnes et il a un bon avenir comme toutes les autres personnes. Bon. Maintenant le paragraphe suivant. Publier peut-être un jour, c'est-à-dire ces feuilles sur lesquelles transcrites toutes les souffrances et les angoisses du condamné. Publier peut-être un jour, elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit. C'est-à-dire, un jour, s'ils seront publiés, comme on le voit maintenant, par exemple, les feuilles du condamné, c'est-à-dire ce roman, il est publié, ils arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit. C'est-à-dire, ils vont découvrir que le condamné, avant de mourir, il souffre beaucoup. Car, je continue, car ce sont celles-là qu'ils ne soupçonnent pas. C'est-à-dire, ils ne pensent jamais à cette souffrance morale qui, pour le condamné, il est plus écrasante que la souffrance physique. Je continue. Ils sont triomphants. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de bien. C'est bon. De pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. C'est bon. Ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps. C'est-à-dire pour les juges et pour les responsables, ils pensent que tuer un condamné, exécuter un condamné, alors là, donc on l'écarte de la souffrance physique. C'est-à-dire on ne le torture pas. Il meurt vite. Mais non. Regardez ce qu'il a dit le condamné. Interjection. Si bien de cela qu'il s'agit, regardez.
Est-ce que vous pensez cela? Est-ce que vous appliquez la peine capitale parce que ça écarte le condamné de la torture physique? Regardez ce qu'il a dit. Qu'est-ce que la douleur, avec la couleur donc bleue, qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Voilà, c'est-à-dire la douleur morale, il est plus forte, plus grave, c'est bon, plus piquante que la douleur physique. C'est-à-dire, si vous pensez que vous faites du bien quand vous exécutez un condamné, alors là, non. Il faut penser à la douleur morale par laquelle il passe avant d'être exécuté. Aurore et pitié. Des lois faites ainsi. C'est bon. Horreur, parce que tuer quelqu'un, c'est de l'horreur, ça. C'est quelque chose d'inacceptable, c'est quelque chose d'abominable. Et pitié, on a pitié de ces gens qui sont exécutés. Des lois faites ainsi. C'est vraiment de l'horreur et de la pitié de voir ce genre de loi. Un jour viendra, et peut-être ses mémoires, dernier confident d'un misérable, c'est la dernière chose qu'il donne, dernier secret d'un misérable, c'est-à-dire d'un condamné, et y auront-ils contribué. À moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés de boue, ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collé en étoile à la vitre cassée d'un guichier. C'est-à-dire, si ces feuilles sont ou seront publiées, ils auront contribué à ce débat donc contre la peine capitale.